commencer. Bonjour à tous. Je suis Afid Aïtoufela. Je travaille en réanimation, en médecine intensive réanimation à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. J'ai organisé cette session de formation avec le professeur Gaël Piton de Besançon sur la thématique digestive au sens large. Donc, vous avez le programme qui vous a été communiqué avec une première session sur ischémie mésentérique par le docteur Simon Boursier. Ensuite, prise en charge initiale de la pancréatite aiguë par le professeur Maury. Et enfin, gestion des hémorragies digestives par le professeur Xavier Drey, avec en général 40-45 minutes de présentation pour le topo notamment de Simon Boursier, et puis un petit peu de temps pour les questions, donc n'hésitez pas directement via le chat. Donc merci beaucoup au premier orateur d'être ici, hein, Simon Boursier, qui il va vous parler d'ischémie mésentérique. Merci Simon, et puis la place est à toi. Bonjour à tous, merci Afid et Gaël pour l'invitation. Je vous propose un état des lieux sur l'ischémie mésentérique qui, vous le savez, est associée à une mortalité élevée, qui pose une problématique diagnostique et thérapeutique. C'est une pathologie que vous allez rencontrer régulièrement en réanimation, donc c'est très important. Vous le voyez, je sépare le cas de l'ischémie mésentérique par occlusion des gros vaisseaux de l'ischémie mésentérique acquise en réanimation. Et ces deux cas de figure diffèrent par le contexte, par le mécanisme à l'origine de l'ischémie mésentérique. Vous le voyez, l'ischémie mésentérique acquise en réanimation, le mécanisme est généralement non occlusif. C'est pour ça qu'on parle de NOMI, le non-occlusive mésentérique ischémia. Et puis, ces deux cas de figure diffèrent aussi par la stratégie diagnostique et thérapeutique. Donc, c'est parti. L'ischémie mésentérique, on l'a définie comme une insuffisance circulatoire qui aboutit à une inadéquation entre l'apport et la demande métabolique du système digestif. Donc, on peut faire le parallèle avec d'autres situations d'ischémie tissulaire. La classification nosologique, elle dépend du mécanisme. On sépare les cas d'ischémie par occlusion d'un gros vaisseau, et c'est l'embolie artérielle liée à une fibrillation auriculaire ou une cardiopathie emboligène. La thrombose artérielle, c'est le patient avec une athérosclérose marquée qui fait une rupture de plaque d'athérosclérose au niveau d'une artère mésentérique. C'est aussi la dissection aortique ou les cas de vascularite plus rares. Et puis, vous avez les situations de thrombose veineuse dans le cas de figure des thrombophilies ou des patients avec des cancers abdominaux, cancer du rein, cancer digestif. Oui, aussi les patients cirrhotiques peuvent faire une thrombose veineuse. Et puis, on a dans la classification nosologique une partie un peu à part, hein, c'est le cas du NOMI, l'ischémie non occlusive. Donc, dans tous les cas de figure, la mortalité, elle est élevée, vous voyez, hein, 60%, 80%, peut-être plus élevée pour le NOMI. Et le premier message, on va le voir après hein, dans les diapositives suivantes, c'est que ces cas d'ischémie mésentérique par occlusion des gros vaisseaux, ce sont des patients qui se présentent avec un syndrome abdominal aigu. Ils entrent dans leur parcours de soins ou dans leur séjour hospitalier pour ça, pour un syndrome abdominal aigu qui révèle une ischémie mésentérique. Alors que le NOMI, c'est plutôt une complication qui suit un état de choc, un état d'hypoperfusion du tube digestif, et c'est pour ça que je parle d'ischémie mésentérique acquise en réanimation. Alors, je ne rappelle pas les fonctions essentielles de l'intestin, fonctions d'absorption. Vous savez que c'est une surface d'échange remarquable. Je veux juste préciser un petit peu des spécificités sur la physiologie circulatoire de l'intestin. Le débit splanchnique, c'est 20% du débit cardiaque à jeun, et pourtant c'est 35% lors de la digestion. Et puis 70% de cette circulation splanchnique, ce débit splanchnique, est orienté vers la muqueuse et la sous-muqueuse. Pour ce faire, pour réguler ce débit splanchnique, eh bien, l'intestin fait appel à des systèmes complexes de régulation du débit avec des facteurs hémodynamiques, mais également des facteurs métaboliques et neuro-humoraux. Et on ne va pas rentrer dans le détail de ces choses complexes. Alors, autre spécificité de
perfusion splanchnique, c'est la spécificité de la microcirculation. Ici, vous est représenté un villi qui est perfusé avec une artériole centrale au centre du villi qui se dirige vers le sommet du villi. Et puis, vous avez un retour veineux avec des vénules périphériques. Et pour perfuser en fait les cellules à la base du villi, vous avez un système de capillaires arrangé en fait en architecture en parallèle en fait, hein, et qui permet d'apporter comme ça l'oxygène à la base du villi. Mais en situation d'hypoperfusion, quand vous avez une baisse du débit dans cette artériole, eh bien, vous avez un phénomène de chinte du sommet du villi et vous avez une zone de fragilité en fait au niveau du villi, une zone de fragilité en situation d'hypoperfusion. Autre élément clé de la physiopathologie dans l'ischémie mésentérique, c'est la rapidité des lésions qui a été bien démontrée par Chu il y a plus de 50 ans. Donc voilà, c'est un papier fondamental dans l'ischémie mésentérique. Donc Chu, en fait, il a reproduit un modèle d'ischémie mésentérique chez le chien. Euh, et puis, il a calibré le débit dans l'artère mésentérique supérieure. Vous avez trois groupes de 6 chiens, un groupe de chiens pour lequel l'artère mésentérique est clampée, donc le débit est nul, et puis deux groupes de chiens pour lesquels le débit dans l'artère mésentérique est modulé, il est plus ou moins altéré. Et puis, au cours de l'expérience, les auteurs ont réalisé des biopsies de l'intestin grêle, voilà, sériées dans le temps. Vous voyez, à 30 minutes, 1 heure, 2 heures, toutes les heures. Et puis, les auteurs ont décrit les lésions histologiques observées. Ils ont proposé une classification qui est toujours utilisée par les anatomopathologistes, du stade 0 où la muqueuse est normale au stade le plus sévère. Et vous avez un continuum lésionnel avec les lésions ischémiques observées. Et dans les stades les plus précoces, vous avez une desquamation des cellules épithéliales, et puis vous avez l'apparition d'espaces sous-muqueux, vous voyez, au niveau de la photo 1. Et puis ensuite, vous avez des dilatations des capillaires, des ruptures vasculaires, des phénomènes d'exposition de la membrane basale, et puis une disparition en fait des villi et une rupture de la barrière épithéliale, hein, c'est vraiment le maître mot, une rupture de la barrière épithéliale. Donc, si on revient à l'expérience, il y a deux résultats essentiels. Le premier, c'est que ces lésions ischémiques surviennent très précocement, dans les 30 premières minutes qui suivent le clampage de l'artère mésentérique. Le deuxième résultat essentiel, c'est que ces lésions, elles sont d'autant plus rapides et sévères que le débit dans l'artère mésentérique est altéré. Donc ça démontre bien que comme l'infarctus du myocarde ou l'AVC, en fait c'est une urgence au diagnostic et à la revascularisation, une urgence thérapeutique. Voilà. Alors, ces observations de Chu, elles ont été confirmées par d'autres auteurs, et puis on a même pu faire la translation de l'animal à l'homme avec cette équipe hollandaise qui a, en fait, au cours de chirurgie de duodénopancréatectomie céphalique, ils ont isolé une anse jéjunale pour voilà, faire des biopsies en situation d'ischémie et puis confirmer d'une part les observations de Chu, mais aussi préciser les mécanismes cellulaires ou biologiques. Donc ici, à gauche de l'écran, vous avez en fait une photo en immunofluorescence de villi avec un marquage ZO1 spécifique des protéines de jonction. À gauche, vous avez une muqueuse normale et à droite, vous voyez, une discontinuité dans le marquage, hein, c'est au niveau de la coloration en rouge. Vous avez une discontinuité donc, qui signe une disparition des protéines de jonction et on imagine que c'est une étape qui va aboutir à la desquamation de ces cellules épithéliales. À droite, vous avez de l'immunohistochimie avec un marquage CD30 spécifique de l'apoptose. Et en marron, vous observez des cellules apoptotiques, des entérocytes en apoptose, en situation d'ischémie et peut-être accentuée par la reperfusion. Donc, le maître mot de la physiopathologie, c'est la perte de la barrière épithéliale avec tout ce détachement des entérocytes, la disparition de la muqueuse, etc., tout ce dont on a parlé. Cette perte de la barrière épithéliale,
elle aboutit à de la translocation bactérienne. Et ça, chez l'homme, David Grimaldi l'avait montré chez des patients admis en réanimation pour un arrêt cardiaque récupéré. David Grimaldi avait dosé les taux d'endotoxinémie les 7 premiers jours, et puis il avait dosé également l'IFABP. C'est un marqueur d'ischémie entérocytaire qu'on utilise en recherche, hein, qui n'est pas utilisable en pratique clinique. Mais ce qu'il a observé, c'est cette corrélation, là, vous voyez à droite, entre les taux d'endotoxine et puis les taux d'IFABP, ce qui suggère en fait que la séquence est la suivante. Vous avez une rupture de la barrière épithéliale et puis une translocation bactérienne. Cette rupture de la barrière épithéliale, on l'observe aussi dans la sémiologie radiologique de l'ischémie mésentérique. Hein. Un des signes d'ischémie mésentérique, c'est la pneumatose pariétale. Vous voyez ici les flèches qui vous montrent des bulles d'air dans la paroi, et les radiologues parlent d'aspect en collier de perles pour décrire ce phénomène de pneumatose pariétale. In fine, dans les stades les plus graves, peut-être vous pouvez visualiser de l'air dans les espaces portes et ce qu'on appelle en fait l'aéroportie, à ne pas confondre avec l'aérobie. Cette perte de la barrière épithéliale, elle aboutit au deuxième phénomène central dans la physiopathologie, c'est la réaction inflammatoire. Eh bien, du fait de la perte de la barrière épithéliale, vous avez des molécules associées aux pathogènes et des molécules associées aux dommages cellulaires qui vont rentrer en interaction avec les cellules de l'immunité innée, qui vont produire un certain nombre de cytokines pro-inflammatoires dans le but d'attirer des cellules inflammatoires localement pour essayer de résoudre cette agression. Mais ces cytokines pro-inflammatoires, elles vont aussi étendre l'inflammation à distance et provoquer une réaction systémique et des défaillances d'organes à distance avec des phénomènes de crosstalk qui sont un peu plus connus depuis quelques années. Donc si on résume la physiopathologie dans l'ischémie mésentérique par occlusion des gros vaisseaux, vous avez une occlusion d'un gros vaisseau, d'une artère mésentérique par exemple, et la chronologie localement, elle est assez bien établie. Vous avez d'abord précocement une atteinte des villi, puis une disparition de la muqueuse. Donc, les maîtres mots, c'est rupture de la barrière épithéliale et inflammation, translocation bactérienne. On considère qu'au stade précoce, vous avez un potentiel de récupération, mais si l'ischémie progresse, vous avez une nécrose transmurale. Cette nécrose transmurale, elle est associée cliniquement à des défaillances d'organes, à un état de choc qui est plutôt de profil vasoplégique hypovolémique, puis à des complications locales à type de perforation et de péritonite. On considère qu'au stade de nécrose transmurale, le traitement est chirurgical et que c'est irréversible et qu'il faut réséquer les segments nécrosés. Je vous propose une approche un peu pragmatique, un peu en situation clinique de la prise en charge des ischémies mésentériques par occlusion des gros vaisseaux avec ce cas de figure d'un patient de 65 ans qui a des facteurs de risque cardiovasculaire et qui consulte aux urgences pour une douleur abdominale avec des signes digestifs, diarrhée, rectorragie. Voilà l'examen clinique aux urgences, hein. Vous voyez plutôt un profil hypertendu, mais vous savez qu'il faut évaluer l'hémodynamique en incluant des paramètres de perfusion périphérique et essayer d'évaluer la perfusion cutanée. Vous observez des marbrures aux genoux et des extrémités fraîches qui ne vous rassurent pas, hein, qui vous orientent vers un patient sévère malgré le profil plutôt hypertendu. Des bruits du cœur qui sont irréguliers en rapport avec une fibrillation auriculaire à l'ECG, et puis au niveau respiratoire, un patient qui est plutôt polypnéique sans hypoxémie, et puis une radiographie pulmonaire qui est normale. Vous réalisez une biologie de première ligne pour un patient aux urgences qui se présente avec un syndrome abdominal aigu. Vous observez une hyperleucocytose, une acidose lactique marquée qui expliquait l'hyperventilation ou la polypnée, une insuffisance rénale aiguë et puis des marqueurs de lyse cellulaire, ou du moins une hépatite avec une prédominance des azates sur les alates qui vous oriente plutôt vers une hépatite hypoxique. Quel examen réalisez-vous? Eh bien, malgré l'insuffisance rénale, là, vous avez un certain nombre d'hypothèses qu'il est urgent de confirmer ou d'éliminer, et donc vous réalisez un angioscanner. Alors, un scanner abdominal
sans injection, puis avec injection de produits de contraste, hein, parce que vous voulez visualiser les signes suivants là qu'on va détailler. Donc, vous confirmez le diagnostic d'ischémie mésentérique puisque vous voyez une interruption du produit de contraste dans l'artère mésentérique supérieure chez un patient qui est par ailleurs très athéromateux. Vous voyez l'aorte très calcifiée. OK, donc là, dans ce cas de figure, le diagnostic est plutôt aisé et je vous encourage à connaître les autres signes d'ischémie mésentérique, hein, puisqu'on va voir que dans le cas de l'ischémie non occlusive, eh bien, le diagnostic n'est pas toujours évident. Le premier de ces signes, c'est le défaut de rehaussement, hein, et le rehaussement de la paroi intestinale, on l'étudie au temps portal, hein. Ici, au niveau des flèches, vous voyez l'absence de rehaussement de la paroi que vous pouvez comparer avec des anses duodénales, voilà, près du foie, qui se rehaussent bien pareil. Donc voilà, un défaut de rehaussement. Le deuxième signe, c'est la pneumatose pariétale, on en a parlé. Ensuite, la dilatation des anses digestives et le seuil retenu, c'est 25 mm. Et enfin, l'aéroportique, un signe moins fréquent et qui est décrit comme plutôt très spécifique. Voilà, donc je vous encourage à connaître ces quatre signes parce que vous aurez besoin de discuter parfois de l'interprétation des examens, même souvent, avec les radiologues, avec les chirurgiens, et puis voilà, il faut absolument les connaître. Alors, de manière pragmatique, quelle est la stratégie diagnostique? Alors, quand suspecter le diagnostic d'ischémie mésentérique, bah, le profil de patient, c'est le patient avec des facteurs de risque cardiovasculaire, éventuellement une fibrillation auriculaire, une dissection aortique. Le début est brutal, avec un syndrome abdominal aigu, des signes digestifs. La biologie, elle peut être bruyante, mais elle est non spécifique, hein. L'hyperleucocytose peut être liée à la démargination, au stress ou au phénomène inflammatoire. La liste cellulaire avec l'élévation des LDH, des ASAT, l'acidose lactique, et puis la gravité, elle est liée aux défaillances d'organes associées à l'hyperlactatémie. Ça, c'est la suspicion. Pour confirmer le diagnostic, eh bien, on l'a vu, c'est le scanner. Et là, on a pas mal de données pour dire que dans la population de patients avec une ischémie par occlusion des gros vaisseaux, le scanner est plutôt très performant. Donc, scanner abdominal sans et avec injection de produits de contraste, hein, vous ne laissez pas piéger par la présence d'une insuffisance rénale associée ou quelqu'un viendrait interdire l'injection, hein. Donc, temps artériel et portal. Vous voyez d'excellents chiffres de sensibilité et de spécificité pour la performance du scanner dans toutes les séries. Donc, logiquement, dans l'ischémie mésentérique par occlusion d'un gros vaisseau, le scanner occupe une place centrale. Il est non invasif, disponible pour toutes les réanimations, il est performant, il évalue les possibilités de revascularisation. Mais il y a un premier message qui est important et dont je n'avais pas conscience quand j'étais par exemple interne. Ça, je l'ai compris que dans mon cheminement sur la réflexion sur cette thématique. Le scanner ne permet pas de diagnostiquer la nécrose. Même si vous dit qu'il y a une ischémie mésentérique, il ne vous donne pas le stade de l'ischémie mésentérique et il ne vous dit pas s'il y a de la nécrose transmurale ou pas. Et ça, c'est très important et ce n'est pas écrit dans les textbooks de médecine. Et je pense qu'il faut en avoir conscience et je ne pense pas que tous les intervenants en aient conscience pour prendre les décisions. Et alors on a voilà, un temps limité, j'aurais pu vous mettre le cas clinique d'un patient cet été qui avait une ischémie mésentérique étendue au scanner et puis à la laparotomie, il y avait 10 cm de segments nécrosés. Donc attention voilà, de pas faire sinon de bien retenir ce message. Le scanner ne diagnostique pas la nécrose. Alors comment on peut faire pour diagnostiquer la présence de nécrose? Parce que la présence de nécrose change la prise en charge. Ici, vous avez des données de l'équipe survie, l'équipe de Beaujon spécialisée dans l'ischémie mésentérique, hein. Ils ont créé une unité spécifique. Et ici, ils rapportent leur expérience sur 67 patients avec une ischémie mésentérique. C'est une population de patients avec quasi exclusivement des mécanismes d'occlusion macrovasculaire, hein. Il y a un seul cas de NOMI. 23 patients sur les 67 avaient de la nécrose. Et vous voyez que la survie en présence de nécrose, elle est de 65%, et ce qui est étonnamment un très bon résultat de survie, versus 100% de survie
en l'absence de nécrose. Donc vous voyez l'impact majeur de la présence de nécrose sur le pronostic. Alors les auteurs ont, en analyse multivariée, voulu mettre en évidence les facteurs associés à la présence de nécrose, hein, pour répondre à cette question. Donc, dans ce modèle de Cox, ils individualisent trois facteurs indépendamment associés à la présence de nécrose. C'est la présence de défaillance d'organes, l'hyperlactatémie et la dilatation des anses digestives. Et à droite de l'écran, vous voyez la probabilité d'être necrosis-free, d'être sans nécrose, suivant la présence de 0, 1, 2 ou 3 de ces facteurs. Et vous voyez que ça semble discriminant pour essentiellement les cas de figure extrêmes. Vous avez soit aucun de ces facteurs, soit les trois facteurs. Mais si vous avez un ou deux facteurs, vous êtes dans une zone grise, donc on ne répond pas complètement à la question, mais il faut quand même retenir que globalement, si le patient est instable, vous voyez, avec des défaillances d'organes ou une hyperlactatémie, globalement, il est très probable que vous soyez en présence d'un patient avec une nécrose. Donc, j'avais proposé ce schéma qui fait la synthèse de la littérature il y a quelques années. Donc, vous avez un tableau compatible avec une ischémie mésentérique. Le scanner, vous le voyez, il occupe une place centrale dans la décision, dans l'arbre décisionnel. En plus de cette information du scanner, vous avez besoin de savoir est-ce qu'il y a des signes de péritonite, des défaillances d'organes associés ou une perforation au scanner. Si vous avez la présence de ces trois signes de gravité, en fait, vous allez directement au bloc opératoire vous poser une indication chirurgicale parce qu'il faut réséquer les segments nécrosés, les segments non viables. Dans le cas contraire, si vous n'avez pas encore de signe de péritonite, de défaillance d'organes ou de perforation, eh bien, voilà ce qui est recommandé actuellement. En cas de thrombose veineuse, le traitement est médical, hein, c'est une anticoagulation. En cas d'occlusion artérielle, eh bien, il faut discuter un traitement endovasculaire. Si vous n'avez pas encore de nécrose des segments digestifs, vous pouvez tenter un traitement endovasculaire avec un plateau technique qui serait à même de le faire, à savoir une thromboaspiration, une thrombolyse in situ. Donc la stratégie thérapeutique dans l'ischémie mésentérique occlusive, c'est la suivante: anticoaguler, revasculariser l'artère mésentérique supérieure, réséquer les segments nécrosés, et puis troisième axe de prise en charge, plus réanimatoire, avec comment dire, la correction de l'hypoperfusion, corriger une hypovolémie qui pourrait être aggravante, et puis adapter les vasopresseurs. Est-ce qu'il y a un bénéfice d'un stroke center? Alors, un stroke center, il y en a très peu actuellement, et essentiellement l'unité survie à Beaujon qui propose une prise en charge multimodale, mais comme on l'a vu précédemment. Ils ont surtout l'avantage d'avoir un plateau technique très performant, de voir des patients relativement précocement. Ils proposent les IPP, puis la décontamination urodigestive. Donc là, je ne vais pas discuter plus cette option qui, pour moi, n'est pas assez robuste par les données de la littérature, qui, pour moi, ne sont pas convaincantes et n'ont pas été reproduites. Voilà, donc on a terminé avec l'ischémie par occlusion des gros vaisseaux. Vous voyez que la prise en charge, elle est globalement assez standardisée avec une bonne performance du scanner. L'ischémie mésentérique acquise en réanimation. Alors, de quelles données on dispose? Alors, l'ischémie mésentérique en réanimation, bah, c'était une complication qui était plutôt connue des réanimateurs, mais il y avait assez peu de littérature jusqu'à une dizaine d'années, où on a commencé à avoir quelques données descriptives, d'abord du contexte, et puis on a vu apparaître aussi le concept de défaillance intestinale. Donc, voilà des premières études descriptives. Alors, pas focus sur l'ischémie mésentérique, mais je trouve que les résultats sont intéressants. C'est des données monocentriques. C'est une série de chocs septiques rapportés par l'équipe de Cochin, et les auteurs se sont intéressés à décrire les causes de décès en fonction de la temporalité. Euh, et ils ont séparé les causes de décès précoces dans les 3 premiers jours des causes de décès tardives après 3 jours. Donc, dans les 3 premiers jours, vous voyez que l'ischémie mésentérique, c'est la deuxième cause de décès, mais avec un taux qui est quand même assez faible globalement, un chiffre qui est assez faible. En revanche, après 3 jours, c'est une complication qui est un peu plus fréquente.
Elle occupe la troisième place des causes de décès, hein, après les décisions de l'ATA de limitation et puis les infections secondaires. Mais vous voyez que là, par contre, c'est une cause un peu plus fréquente. Donc, après 3 jours, après les 3 premiers jours. Hors choc septique, vous avez également des données sur des populations de chirurgie cardiaque, des patients de chirurgie cardiaque, hein. Ici, c'est une série de Besançon, mais il y a d'autres séries qui rapportent que l'ischémie mésentérique est une complication classique en post-chirurgie cardiaque où il y a eu probablement une hypoperfusion du tube digestif. Autre population de patients qui peuvent faire cette complication, les patients admis pour un arrêt cardiaque récupéré. Là aussi, hein, plusieurs équipes, plusieurs séries ont confirmé ces données. Globalement, la fréquence d'une en post-arrêt cardiaque récupéré, elle semble être autour de 5%. Donc voilà le contexte. Autre information importante de la littérature ces 10 dernières années, l'ischémie mésentérique en réanimation, le mécanisme est non occlusif. Ça, on l'avait montré avec l'équipe de Cochin dans une étude monocentrique rétrospective. On avait repris toutes nos suspicions d'ischémie mésentérique dans le service et on a voulu étudier la performance des signes cliniques, des signes biologiques et du scanner pour confirmer ou écarter le diagnostic d'ischémie mésentérique. Donc pour ça, on avait besoin de définir nos cas. On les a définis avec un gold standard, qui est l'examen macroscopique du tube digestif, puisque le diagnostic, à ce moment-là, est incontestable, alors même qu'on voulait étudier la performance du scanner. Donc, vous voyez ici un stade précoce d'ischémie digestive à l'endoscopie. À droite, un stade tardif avec une muqueuse noire, en fait, hein, nécrotique. En laparo, vous voyez ici un tube digestif noir, gangréneux plutôt. Donc voilà, un stade 3 d'ischémie digestive, une nécrose transmurale. Et voilà nos résultats. Donc sur 230 suspicions d'ischémie mésentérique, on avait 92 cas confirmés, 55 cas écartés. Eh bien, dans 91% des cas, l'ischémie était d'un mécanisme non occlusif. Donc voilà, ces données ont été confirmées par d'autres équipes, hein, et donc ça semble plutôt établi. Autre observation de cette étude, les lésions observées, elles sont diffuses. Elles peuvent toucher plusieurs segments de l'intestin, hein, chez un même patient. Elles sont multifocales, donc. Elles sont extensives. Elles sont un peu patchy, comme décrivent les chirurgiens. Elles sont difficiles à opérer. Parce que par rapport à l'ischémie mésentérique occlusive, vous avez un territoire vasculaire assez bien délimité. Cette fois-ci, ce n'est pas toujours évident de déterminer quelle partie de l'intestin est viable ou non viable. Donc, voilà la synthèse de ces premières données sur l'ischémie mésentérique acquise en réanimation. C'est une cause de décès après un état de choc. Le mécanisme est essentiellement non occlusif et puis les lésions sont diffuses, mal systématisées. Quelques mots sur la notion de défaillance intestinale, et je trouve que cette étude de David Grimaldi donne du grain à moudre pour ce concept de défaillance intestinale. Alors, vous savez que la défaillance intestinale, elle n'intègre pas le score SOFA, hein, qui décrit les défaillances d'organes des patients à l'admission en réanimation. Donc, c'est une notion plutôt récente. Donc, qu'est-ce qu'a fait David Grimaldi? Il a fait une étude observationnelle multicentrique dans une population de patients admis en réanimation pour un arrêt cardiaque récupéré. Et il a proposé une endoscopie digestive haute systématique entre J2 et J4. Et ce qu'il a observé, c'est que 57% des patients présentaient des lésions ischémiques. Et si vous voyez ce chiffre, 57% de lésions ischémiques, vous voyez le delta par rapport à la fréquence d'une OMI dans cette population, 5%, eh bien, ça laisse supposer ce concept-là, hein, le NOMI, l'ischémie mésentérique non occlusive, ça semble être la partie émergée de l'iceberg. Euh, Ce que voit le clinicien, hein, c'est un diagnostic tardif et qui est l'étape ultime d'une dysfonction intestinale que méconnaît le clinicien parce qu'on n'a pas de paramètres cliniques ou biologiques pour monitorer cette dysfonction intestinale. Alors, je propose le schéma suivant avec vous voyez au centre de l'écran la dette métabolique du tube digestif.
avec un mécanisme initial qui est une hypoperfusion, avec, vous voyez, un état de choc, un arrêt cardiaque, une hypovolémie, une chirurgie cardiaque, une hypoperfusion initiale et probablement il y a une hypoperfusion persistante, dans la défaillance intestinale. Pourquoi? Bah, par exemple, un des arguments que j'avance, c'est celui-ci. Vous voyez que pour le diagnostic de NOMI, eh bien, il y a, le défaut de rehaussement. Donc ça laisse supposer qu'il y a un déficit persistant de la perfusion du tube digestif et puis, on ne va pas s'étendre très, très longtemps sur la physiopathologie de la défaillance intestinale, mais vous avez un certain nombre de données expérimentales. Par exemple, vous avez Devine qui a étudié dans un modèle de choc septique chez le mouton, il a étudié la perfusion iléale avec une technique de vidéoscopie et il observait, malgré la restauration des paramètres macro-hémodynamiques, hein, pression artérielle, débit cardiaque, il observait une persistance de l'atteinte microcirculatoire chez ces moutons. Donc je pense qu'il y a quand même un certain nombre de données pour imaginer une hypoperfusion persistante dans cette progression de la défaillance intestinale jusqu'au stade de NOMI. Il y a également peut-être une place pour des interventions aggravantes, et je pense à des facteurs pharmacologiques comme l'adrénaline. Je reviens sur l'étude de David Grimaldi, un essai Entracte, donc avec comment dire, l'exploration des lésions ischémiques chez les patients en post-arrêt cardiaque récupéré. En analyse multivariée, il a pu observer que les doses d'adrénaline administrées lors de la RCP étaient associées aux lésions, à la présence de lésions ischémiques. Mais hors arrêt cardiaque, ça a aussi été avancé dans le choc septique, hein. Vous voyez, ici, Daniel Debacker a montré que les patients sous adrénaline versus les patients sous noradrénaline, hein, les patients sous adrénaline avaient une altération plus importante de leur perfusion splanchnique avec possiblement un effet délétère. Dans le choc cardiogénique, Bruno Levy, ici, avec l'exploration du CO2 gap, retrouvait une altération du débit gastrique, de la perfusion gastrique chez les patients sous adrénaline versus les patients sous noradrénaline dobutamine. Donc voilà, peut-être un effet plus délétère de l'adrénaline versus les autres catécholamines. Il y a également eu dans la littérature une discussion sur un effet aggravant de la nutrition entérale. Et on a des données qui se sont un peu plus précisées grâce aux essais Nutrirea 2 et Nutrirea 3 menés par Jean Régnier, hein. C'est des essais très importants sur la nutrition qu'il faut connaître. Donc ici, vous avez l'essai Nutrirea 2. En fait, c'est une population de patients sévères, une population de patients intubés et choqués. C'était les critères d'inclusion. Choqués parce que sous catécholamine, excusez-moi. Et l'intervention testée était la nutrition entérale précoce dans les 24 premières heures versus la nutrition parentérale à la dose de 25 kilocalories par kilo par jour, comme recommandé par les guidelines de l'ISPN. Donc, à cette dose-là, dans le groupe nutrition entérale versus nutrition parentérale, il n'a pas observé de différence pour la mortalité à J28, qui était le critère de jugement principal. En revanche, il observait plus d'ischémie digestive dans le groupe nutrition entérale. Dans une étude ancillaire, Gaël Piton a exploré dans un sous-groupe de patients les taux d'IFA-BP. Et ces taux d'IFA-BP, donc je vous ai parlé d'IFA-BP au début de la présentation, c'est un marqueur d'ischémie entérocytaire. Donc ces taux d'IFA-BP étaient plus élevés dans le groupe nutrition entérale. Dans une analyse post-hoc, Gaël Piton retrouvait que les patients qui développaient une ischémie mésentérique étaient les patients les plus sévères. À droite de l'écran, vous voyez qu'ils ont un SAPS2 supérieur à 62. Sous-nutrition entérale et avec une insuffisance circulatoire plus marquée, comme en témoigne l'administration de butamine. Et puis, on a des données complémentaires avec l'essai Nutrirea 3. C'est la même population de patients, des patients sévères de réanimation intubés, choqués. Et là, l'intervention testée, c'était nutrition entérale à 6 kilocalories par kilo, donc une dose moindre que celle recommandée, versus la dose de nutrition entérale recommandée, 25 kilocalories par kilo. Pas de signal sur la mortalité, mais en revanche, 2 fois moins d'ischémie digestive dans le groupe de nutrition entérale à 6 kilocalories par kilo. Donc,
on a quand même l'impression qu'il y a un effet dose de cette nutrition entérale sur comment dire, sur le rôle aggravant de potentielles lésions ischémiques chez les patients les plus sévères, ce qui amènera peut-être à changer les recommandations pour une dose moindre de nutrition entérale. Euh, je reviens à des considérations maintenant pragmatiques, hein. Je vous ai parlé, j'ai fait un petit aparté sur la défaillance intestinale, mais comment on avance devant une suspicion d'ischémie mésentérique non occlusive en réanimation? Alors, quand suspecté le diagnostic, je vous propose un nouveau cas clinique. C'est un patient de 69 ans avec des comorbidités, il est BPCO, il a une sclérodermie, et puis il arrive aux urgences pour un tableau de dyspnée fébrile depuis 3 jours, des expectorations purulentes. Vous voyez les paramètres vitaux suivants aux urgences. Globalement, il a des signes qui évoquent un état de choc septique. Il a un foyer infectieux qui semble être pulmonaire, une défaillance respiratoire probablement associée, un examen abdominal qui est à ce moment-là sans particularité. Il est admis en réanimation. La radiographie pulmonaire retrouve des foyers assez systématisés, bilatéraux. Donc, il a un diagnostic de choc septique sur pneumonie qui sera documenté à pneumocoque. Il a les bons antibiotiques et puis les supports d'organes. Il est réanimé de plusieurs défaillances d'organes, hein, hémodynamique, respiratoire, rénale, et il s'améliore, il est sevré de vasopresseurs, on arrête les sédations. Il entre dans une phase qu'on appelle une phase de désescalade. Et puis à J4, il développe un nouvel état de choc, avec un abdomen cette fois-ci qui est suspect, qui est douloureux. Le patient est encore intubé, hein, donc c'est pas évident, mais l'abdomen est suspect, le patient grimace. Et puis vous faites une biologie de première ligne, hein, qui retrouve une hyperleucocytose, une acidose lactique qu'il avait corrigée, l'insuffisance rénale qu'il a encore, et puis des marqueurs de lyse cellulaire avec une hépatite cytolytique marquée. Donc là, vous avez en fait un patient qui se réaggrave secondairement après avoir été admis alors qu'il s'améliorait. Donc, je me mets à votre place, vous êtes en phase socle. Voilà, vous devez évoquer une liste d'hypothèses de manière un peu systématique. Est-ce qu'il serait grave parce qu'il fait des infections acquises? C'est fréquent, donc une infection pulmonaire sous ventilation, hein, une pneumonie sous ventilation, une infection de cathé, une infection du site opératoire. Ce patient n'a pas été opéré, mais je vous dis globalement la liste qu'on déroule par réflexe dans notre tête. Si ce n'est pas une infection acquise, est-ce qu'il serait aggrave pour une complication vasculaire? Vous recherchez un infarctus du myocarde, une complication digestive, et là, le réanimateur évoque le NOMI, hein, mais aussi les diagnostics de colite, Clostridium, etc. Et voilà, et puis je n'entre pas dans le cas de situations spécifiques des patients immunodéprimés ou des patients en post-opératoire de chirurgie cardiaque, mais bon. Donc, vous évoquez un OMI et vous réalisez un scanner. Vous êtes au début de la garde, vous réalisez le scanner et le scanner et ne retrouve aucun des signes d'ischémie mésentérique que je vous ai décrits précédemment. Donc là, vous êtes embêté, vous avez suspecté ce diagnostic, le scanner ne vous confirme pas le diagnostic, vous discutez avec les chirurgiens, et les chirurgiens, vous savez qu'ils accordent autant de place au scanner qu'à l'examen clinique, hein, si ce n'est plus. Donc, en garde, comme ça, là, dans le cas de ce patient, il a été décidé de ne pas aller au bloc opératoire parce que le diagnostic n'était pas confirmé. Donc, le patient s'aggrave sur la nuit, et puis le lendemain, il fait jour. Vous avez le renfort de votre équipe médicale, d'autres chirurgiens, et puis cette fois-ci, on décide d'une prise en charge au bloc opératoire. Et les constatations sont les suivantes. Vous observez, enfin, les chirurgiens observent une ischémie mésentérique très étendue, avec une nécrose très étendue au-delà de toute ressource thérapeutique, et il n'y a pas de geste thérapeutique, il referme et le patient décède. Et ça, c'est un cas de figure qui est fréquent, qui est frustrant et qui nous a amené, en tout cas qui m'a amené moi à toute cette réflexion sur la problématique diagnostique et thérapeutique du NOMI en réanimation. Donc, comment confirmer le diagnostic d'ischémie mésentérique?
Voilà, je vous représente cette étude dont je vous ai parlé tout à l'heure qu'on avait fait avec l'équipe de Cochin, où on avait travaillé sur la performance des signes cliniques biologiques et scanographiques avec un gold standard pour définir les cas, qui était l'examen macroscopique, l'endoscopie ou la chirurgie. Vous aviez 92 patients avec une ischémie mésentérique confirmée versus 55 patients avec une ischémie écartée. Alors, vous voyez que les signes cliniques, ils peuvent être présents, hein, ils sont évocateurs, mais ils ne sont pas spécifiques. C'est pareil pour les signes biologiques, l'hyperlactatémie n'est pas spécifique, les marqueurs de lyse cellulaire non plus. Au passage, vous voyez la mortalité élevée de ces patients, hein, 76%. Voilà la performance du scanner. On a repris les signes dont on a parlé tout à l'heure, le défaut de rehaussement de la paroi du tube digestif, la pneumatose intestinale, la dilatation des anses digestives, l'aéroportie. Vous voyez des chiffres de valeur prédictive positive plutôt bonnes, plutôt encourageantes. En revanche, vous voyez que les chiffres de valeur prédictive négative ne sont pas bons. Et dans un cas sur quatre d'ischémie mésentérique, le scanner ne retrouvait aucun de ces signes. Donc, dans un cas sur quatre, le scanner ne vous permet pas de confirmer une ischémie mésentérique qui est pourtant présente. C'est un message extrêmement important. Vous voyez qu'on n'est pas dans le même ordre de performance que pour l'ischémie mésentérique par occlusion des gros vaisseaux. Donc, il y a une véritable problématique. Si je fais le parallèle avec l'ischémie mésentérique occlusive, où là, vous avez l'occlusion du gros vaisseau, la chronologie qui est assez bien établie. Dans l'ischémie mésentérique non occlusive, vous avez une agression qui est de nature variable, l'état de choc, septique, cardiogénique, l'arrêt cardiaque, l'hypovolémie, la chirurgie cardiaque, donc voilà, des agressions de nature variable. Et puis d'intensité aussi variable. Ça aboutit à une temporalité qui n'est pas uniforme, qui est variable pour tous les patients, avec une dysfonction intestinale qui aboutit à la nécrose transmurale. Et vous avez cette zone grise du scanner, cette zone grise du scanner qui peut être négative alors que le patient présente une nécrose transmurale. Donc comment on peut faire? Il y a des alternatives. Vous pouvez discuter d'une endoscopie digestive haute ou basse, ou haute et basse. L'avantage, c'est que vous n'avez pas de transport de patients instables. Le diagnostic, il est macroscopique, il est irréfutable. Et puis, en revanche, l'inconvénient, c'est que vous avez un risque perforatif qui est souvent avancé par les gastro-entérologues, et puis vous n'explorez pas l'intestin grêle ni le côlon droit. Enfin, il y a la problématique de la disponibilité de l'endoscopie versus la radiologie. Et en particulier, ce n'est pas une indication d'endoscopie urgente retenue par la grande garde d'endoscopie, par exemple en Île-de-France. Mais je pense que dans les centres où on dispose de cet examen, ça peut être une alternative à discuter si votre suspicion clinique reste forte. Alors, si je reprends les questions qu'on se posait, on a vu quand suspecter le diagnostic d'ischémie mésentérique, comment confirmer le diagnostic d'ischémie mésentérique, attention au scanner, qui ne diagnostique pas le NOMI dans un cas sur quatre, comment diagnostiquer la présence de nécrose, et je vous rappelle que le scanner ne diagnostique pas la nécrose. Eh bien, on a ce score de Besançon, hein, qui a été proposé pour vous donner une idée de la probabilité de la présence de nécrose. Donc ça, ce score a été développé sur une cohorte de 154 patients avec un OMI qui a eu une laparotomie. Et puis là, l'équipe de Besançon a individualisé quatre facteurs, quatre variables associées à la présence de nécrose. Vous voyez l'acidose, en fait, hein, le taux de bicarbonate à moins de 15 millimoles par litre, le TP à moins de 40%, le défaut de rehaussement et puis l'amincissement des parois du tube digestif. Et ce score avait une bonne performance hein, dans leur cohorte avec une ASC à 0,88. Et vous voyez qu'on n'est pas dans le même contexte que l'ischémie mésentérique occlusive, puisqu'ils ont testé le score de Beaujon, dont on a parlé tout à l'heure, et l'AUC du score de Beaujon, c'est 0,67. Voilà, donc ce score peut être une aide au diagnostic de présence de nécrose. Retenez néanmoins que si vous avez un OMI scanographique et un patient qui est instable, qui présente des défaillances d'organes en rapport avec ce NOMI, bah, très probablement il a une nécrose et il faut absolument pousser à l'intervention chirurgicale.
si toutefois c'est raisonnable, hein, puisqu'il faut quand même prendre en compte que c'est des patients qui sortiront d'intervention avec une stomie et qui auront potentiellement une altération de leur qualité de vie à distance. Donc il faut tenir compte d'un ensemble de paramètres. Je vous présente, avant de conclure, quelques données prospectives parce qu'il n'y en a quasiment pas sur le sujet du NOMI en réanimation. Donc, on avait conduit une étude prospective sur le NOMI en réanimation dans trois centres MIR, hein, Cochin, La Pitié, Salpêtrière et Saint-Antoine, où on avait inclus des patients avec une suspicion d'ischémie mésentérique. Et cette étude posait le problème de la méthodologie de la recherche sur ce sujet. Donc, on avait défini ce qu'était une suspicion d'ischémie mésentérique avec ses critères d'inclusion. Et puis on avait dosé des biomarqueurs pour voir quelle était la performance diagnostique sur le NOMI et sur la nécrose. Donc, on a individualisé les patients qui n'avaient pas d'ischémie digestive au décours des explorations, des patients qui avaient un NOMI avec ou sans nécrose. Et puis, on a regardé la performance des signes cliniques, des signes scanographiques et puis de nos biomarqueurs d'études. Donc, on avait, in fine, vous le voyez, 13 patients avec une nécrose intestinale écartée et puis 27 patients avec une nécrose intestinale prouvée, et leur survie était de 18,5%. Voilà les performances des signes cliniques. Ce qu'on peut remarquer de façon intéressante, c'est la distension abdominale. Si vous avez un patient qui est suspect de NOMI, la présence d'une distension abdominale, et encore, on ne l'avait pas mesuré avec un périmètre abdominal, mais je vous encourage à le faire, la présence d'une distension abdominale était très fortement associée à la présence d'une nécrose intestinale. Ensuite, pour ce qui est des performances des valeurs biologiques, il n'y a rien de notable. Nos biomarqueurs retrouvaient une performance décevante de la citrulline, mais j'en parle pas. L'IFA-BP, c'est ce marqueur d'ischémie entérocytaire dont on a parlé précédemment, voilait une excellente valeur prédictive positive, 90%, mais en revanche, une valeur prédictive négative qui est décevante, donc un marqueur qui ne vous permet pas d'écarter votre diagnostic d'ischémie mésentérique, et c'est pourtant ce qu'on cherche. Les derniers résultats de cette étude sont les suivants. En ce qui concerne l'outcome des patients avec un NOMI, retenez qu'un tiers des patients avec un NOMI ont une bactériémie. Donc, ça, c'est un phénomène important qui justifie, je pense, une antibiothérapie chez ces patients, quitte à arrêter 48 heures après si les hémocultures sont négatives. Un tiers des patients avec une nécrose avaient une péritonite. Et vous voyez les courbes de survie, sans nécrose, avec nécrose réséquée et avec nécrose non réséquée. Vous voyez que si on ne résèque pas la nécrose, il y a quasiment 100% de mortalité, hein. À J28, là, on n'était pas tout à fait à 0% de survie, mais c'était le cas quelques jours après. En revanche, si vous réséquez la nécrose, vous passez quasiment à 40% de survie. Donc, ça, c'est un message important. Si c'est raisonnable pour le patient, ça vaut le coup d'essayer un traitement chirurgical. Ça mérite quand même d'être rappelé parce que souvent les réanimateurs pensent que c'est une pathologie systématiquement fatale, alors que chez les patients les plus jeunes, ça vaut le coup quand même d'essayer de les faire opérer. Alors, je vous résume la stratégie thérapeutique dans le NOMI. C'est la chirurgie pour perforation ou réséquer les segments nécrosés, la prise en charge hémodynamique, que ce soit la correction de l'hypovolémie, du débit cardiaque ou l'évaluation de la perfusion tissulaire des autres organes, arrêter la nutrition entérale, on l'a vu dans l'aparté sur la défaillance intestinale, hein, probablement que si vous augmentez la demande métabolique du tube digestif alors qu'il est déjà hypoperfusé ou ischémique, eh bien vous aggravez les lésions ischémiques probablement. Mettez une sonde gastrique en aspiration parce que ce sont souvent des patients qui présentent des vomissements. Et puis, au vu des données des taux de bactériémie chez les patients avec un NOMI, un tiers, je pense que ça justifie une antibiothérapie en intraveineuse qui cible la flore digestive chez ces patients qui présentent un NOMI, quitte à réévaluer à la lumière des prélèvements. En conclusion, bon, vous avez compris que c'est une urgence diagnostique et thérapeutique.
L'ischémie par occlusion des gros vaisseaux, la prise en charge est standardisée. Le scanner occupe une place centrale, sans injection, puis au temps artériel et portal. Encore faut-il le préciser parfois aux urgences ou aux radiologues. Rechercher, il faut connaître ces signes sémiologiques, scanographiques, un défaut de rehaussement, pneumatose, aéroportie. Il faut pouvoir discuter de façon collégiale avec le chirurgien, avec le radiologue. Et puis le traitement, on l'a vu, il associe revascularisation si possible, en tout cas résection des segments nécrosés. L'anomie, la complication des patients en réanimation. Les lésions sont diffuses, difficiles à opérer, le diagnostic est difficile. Et puis, le scanner peut être normal dans un cas sur quatre, hein. Donc, ne vous satisfaisez pas d'un scanner normal pour écarter le diagnostic. Et parfois, il faut discuter l'endoscopie digestive ou la chirurgie si vous avez une forte suspicion clinique. Voilà. Je vous remercie et je termine en vous citant, en vous recommandant une revue de Gaël Piton dans la revue MIR, hein, une revue sur l'ischémie mésentérique, et puis le podcast que j'avais proposé à la SRLF il y a quelques années. Je vous remercie. Merci Simon pour cette revue vraiment très claire et puis très exhaustive. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on a un chat. Et, en attendant, peut-être une question de Gaël qui nous a rejoint. Bonjour Gaël. Bonjour, bonjour à tous. Et bravo Simon pour ton super topo. Euh, Dans la prise en charge du NOMI, qui finalement correspond à un défaut de transport de l'oxygène au tube, est-ce que toi, alors tu as dit bien sûr d'arrêter la nutrition entérale pour baisser le travail digestif, est-ce que tu as une stratégie d'augmentation de l'apport d'oxygène avec des seuils de saturation par exemple ou des seuils transfusionnels? Il n'y a rien de spécifique dans la littérature, en tout cas de spécifique au NOMI sur ce sujet, hein. Globalement, là, le seuil recommandé, en tout cas le seuil transfusionnel recommandé, et par analogie aux autres situations, c'est plutôt 7 grammes. Euh, voilà, on n'a pas de moyens actuellement pour la saturation du tube digestif. On peut imaginer des STO2, des saturations tissulaires spécifiques pour l'instant, j'en connais pas. Hmm. Je ne sais pas si tu as des données sur le sujet. Non. Alors sur le seuil transfusionnel, dans l'analyse ancillaire qu'on avait fait de Nutri-Réa 2 avec Jean Régnier, on avait trouvé qu'un taux d'hémoglobine plus bas était associé à un surrisque d'ischémie. Le problème, c'est que le seuil identifié était à 10, donc 10 grammes et demi, donc on ne peut pas se permettre de viser 10 grammes 5. Peut-être que dans ce contexte-là, il ne faut pas viser 7, peut-être 8, mais ça, je ne sais pas. Et puis sur la SAT, il y avait l'étude Loco 2 qui suggérait que quand on était entre 88 et 92, on est plus d'ischémie mésentérique. Donc peut-être au moins se mettre à 96. Mais après, c'est des avis un peu d'experts, quoi. Et puis, tu as vu sur le seuil transfusionnel, par analogie à l'infarctus du myocarde, on voit bien que les différents essais cliniques sur le seuil transfusionnel sont, Oui, c'est un petit peu compliqué. Si on imagine augmenter le transport en oxygène en augmentant le taux d'hémoglobine, on peut aussi augmenter, aggraver la rhéologie de la microcirculation. C'est pas si simple. ouais. Je sais qu'il y avait eu j'avais déjà entendu quelqu'un faire un parallélisme entre l'ischémie rénale et l'ischémie du tube. Tu sais, dans certains états de choc, on dit que mettre à 80 de PAM permet de limiter le recours à l'épuration extra-rénale. Peut-être que dans ce contexte, mais je ne suis pas sûr, peut-être qu'il faudrait monter la PAM avec le risque par contre d'avoir des doses de vasopresseurs plus élevées. Et du coup, je ne sais pas ce que tu en penses, Afid, et peut-être un risque après délétère de doses de vasopresseurs plus hautes. Ouais, je pense que bon, d'abord, l'augmentation du niveau de PAM pour diminuer la dialyse dans sepsis-PAM, ça n'a pas été retrouvé dans d'autres études ensuite. Donc je pense malheureusement qu'on ne peut pas peut pas le recommander. Euh, donc moi, j'aurais tendance à pas le faire. On est un peu démunis. Après, sur le seuil transfusionnel, ben, vous savez, il y a ce papier qui vient de sortir dans l'infarctus avec les deux types d'infarctus. On a l'impression que dans les infarctus, occlusion des gros vaisseaux, il n'y a pas d'intérêt à avoir un niveau d'hémoglobine supérieur à 7. En revanche, pour les infarctus qu'on appelait type 2, vous avez Mm. l'impression qu'il fallait être à plus de 8. Je crois que le message, moi, je resterai sur ce que Simon dit, c'est-à-dire plus de 7. Pour l'instant, plus de 65 de PAM. Et puis, on est surtout aussi, moi, je trouve, aujourd'hui, parce qu'on parle comme si on avait un diagnostic, je crois qu'aujourd'hui, on est très confronté au problème du diagnostic. C'est-à-dire qu'on a déjà du mal à faire le diagnostic de ce que disait Simon sur cette ischémie non occlusive.
on a du mal à suivre l'évolution et quand on l'identifie, on est déjà à un stade avancé. Donc, il y a tout un enjeu de diagnostic, je crois. Voilà. Est-ce qu'il y a des Sur l'augment- questions? Sur l'augmentation du niveau de PAM, Afid, tu connais ça mieux que nous, mais il y a des études récentes qui ont testé, qui ont essayé d'observer ce que donnait une augmentation du niveau de PAM sur les marqueurs de perfusion comme le TRC. Il y avait très peu de patients répondeurs sur leur perfusion tissulaire à l'augmentation du niveau de PAM. Donc, Enfin, on va ouais, pas enfin, rentrer dans ouais, non, mais bien sûr. Donc, il y a deux papiers qui ont été faits. Donc, il y a le papier qu'a fait Xavier Monet, qui s'est posé la question de l'influence d'augmenter le niveau de PAM pour voir si ça a un impact effectivement. Donc, ça dépend comment on voit le verre, soit le verre à moitié plein ou à moitié vide. Le verre à moitié vide, c'est de dire qu'il n'y a pas beaucoup de patients qui, en passant d'un seuil de 65 à 75, augmentent leur flux. Et le verre à moitié plein, c'est qu'il y a quand même quelques malades qui vont l'améliorer. Donc, on est déjà dans le début de la médecine personnalisée. Et dans le travail que nous, on vient de publier avec Glenn Hernandez, il y a quand même des malades chez qui l'augmentation du niveau PAM pour améliorer le TRC. Euh, donc, on tend vers cette médecine personnalisée. Après, une question qui est derrière ça, c'est de savoir est-ce que l'amélioration de la perfusion périphérique reflète. reflète l'amélioration de la perfusion rénale. Bon, bah, il n'y a pas beaucoup de données, hein. Il y a juste un papier échographique qui a l'air de dire qu'il y a une relation entre perfusion périphérique et flux des artères. Nous, on a un travail en cours qu'on espère bientôt analyser. On a fini les recrutements pour vous répondre à cette question. Merci beaucoup, Simon.